Bonsoir, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous vous entendez bien? On arrive d'ici quelques secondes. On finit les réglages et on est à vous. Hop, hop. Voilà, nickel. Bon, vous êtes prêts? Maintenant qu'on m'a attendu, on t'attend. Alors, pourquoi ne veut-il pas me mettre... Voilà, nickel. Donc là, on voit Bonsoir bien tout ton le écran. monde. Normalement, vous voyez tout le monde, c'est bon. Voilà, les réglages sont bons, Wow. nickel. Tout le monde peut parler. Salut! Un petit coucou. Hop. Normalement, tout le monde nous entend, c'est parfait. Normalement, tout le monde nous entend, nickel, parfait. Alors, bonsoir, ça faisait un petit moment qu'on n'était pas revenu sur ce live. On a pris la petite pause estivale. On va en profiter ce soir pour accueillir notre nouveau sélectionneur de l'équipe de France pour 2026. Et voilà, on va discuter gentiment, on va revenir un petit peu sur le Big Four, comment ça s'est passé, et puis ce qui va se passer pour la suite. Voilà, tout simplement. Julien, je te laisse enclencher sur les questions que tu avais préparées. Et bah ouais, déjà, salut tout le monde, bienvenue effectivement sur le live. Comme le disait Nexus, on est hyper content de vous retrouver pour cette émission un peu spéciale, parce qu'on reçoit donc le nouveau sélectionneur de l'équipe de France. Bah, vous le connaissez forcément, c'est Nicolas Tasson, aka Spoon, donc, qui a été vainqueur de Big Four avec les Nine Inch Baguettes. Encore bravo à lui, et maintenant qui est donc sélectionneur de l'équipe de France. Salut Nico! Salut Julien, j'espère que vous allez tous bien dans le chat aussi. Bon, ce soir, voilà, comme Neoxys vous l'a dit, on va papoter un peu compète, vision de jeu, ambiance d'équipe. Et on va surtout, avec toi, Nicolas, voir un peu le futur de la scène internationale. Et bien sûr, bah, à la fin du chat, vous allez tous pouvoir lui poser vos questions. Et ça va être chouette. Déjà, donc, comment tu te sens, Nicolas? Bon C'est les là, ça questions un va, peu basiques. c'est mi-octobre, donc ça fait 2 semaines et demie, 3 semaines qu'on a joué le Big Four, je sais plus exactement, mais ça commence à faire un peu de temps, donc on est redescendu, même si au final, il y a pas eu vraiment de, enfin, j'ai envie de dire pas eu de surprise, mais c'est un peu hautain de dire ça, il y a pas eu de mauvaise surprise, on va dire. Tel qu'il aurait pu en avoir, hein. C'est un événement sur un jour, je pense qu'on en reviendra plus, après je diverge, mais bon bref. Du coup, ça va très bien. Voilà, Ouais, je réponds à ta question. Ça va très bien, je me prépare pour Atlanta, moi et la plupart des Nine Inch aussi puisque, on y va tous. Il y en a un qui reste à confirmer, qui a son golden, mais qui est pas encore sûr. Mais sinon, il y aura, en tout cas, il y a 7 des 8 Nine Inch pour l'instant et peut-être 8 des 8 qui seront à Atlanta, donc ça, c'est très sympa. On est en train de tout préparer, d'essayer de voir aussi quel type de liste on ramène. Réfléchir un petit peu à l'étape de Ligue 1 qui arrive, assez vite en fait finalement. Donc ouais, pas parce que mal vous allez de, revenir d'Atlanta, va falloir se remettre tout de suite sur l'équipe, sur le format équipe. ouais, c'est ça parce que, c'est rendu de liste je crois la semaine où on revient d'Atlanta, donc faut pas traîner, donc ouais, ça va enchaîner beaucoup. On va devoir prendre des raccourcis, mais on le savait, donc c'est pas forcément gênant. Mais voilà, donc ça va très bien, toujours dans le rush, beaucoup de choses, mais ça, normalement tout le monde est un peu au courant, je gère beaucoup de choses mais ça va, ça me plaît donc c'est cool. Et toi, ça va? Bon, tant mieux. Bon, écoute, je te remercie, ça va bien. C'était agréable justement de venir, de participer au Big Four en vous voyant tous évoluer au French Wargame Café, que je connaissais pas du tout comme endroit. Donc, c'était assez intéressant de voir l'antre du Wargame parisien. Donc, c'était vraiment chouette. Et puis, on aura sûrement plaisir à vous suivre sur Atlanta, justement. Bah, ça, c'est cool. Donc, c'est vrai qu'Atlanta, on est plus sur du solo, que la Ligue 1, l'équipe, là, ça enchaîne de tous les côtés. Il y a pas mal de tournois qui vont se préparer. Mais moi aussi, je vais pas trop digresser. Tout à l'heure, tu nous parlais du Big Four où justement tu étais, voilà, ce qui s'est passé, toi pour toi, dans votre préparation, dans tout ça, c'était quelque chose où vous vous étiez dit, OK, on va le faire comme ça, on va se préparer comme ça. Raconte-nous un peu comment vous étiez préparé, comment tu l'as mindset, c'était quoi
avant que tu arrives à ce Big Four là, juste voilà pour comprendre un peu dans ta tête, en fait, qu'est-ce qui s'est passé le avant? Ouais, alors, bah, il y a pas mal de choses à dire. Il y a la composition même de l'équipe déjà qui est intéressante parce que c'est la première vraie équipe qu'on monte avec Martin sur lesquelles on a choisi tous les joueurs, sur lesquels on est très content de tous les joueurs. Ça fait depuis septembre, depuis plus d'un an qu'on travaille sur l'équipe en question et on ne savait pas jusqu'à assez tard dans l'année dernière si l'équipe, aurait le droit de jouer au Big Four puisque, on a récupéré le slot de Lazarus Legion dont je faisais partie. Un grand merci à eux d'ailleurs puisque, on a décidé au vote, heu, si on pouvait nous récupérer le slot ou pas. En tout cas, il y a eu une grosse discussion. Ça n'a pas été facile d'ailleurs pour pas mal des membres de Lazarus de quitter l'équipe puisque ça partait d'une volonté de Martin et moi-même de former une équipe recentrée autour de Paris, avec un capital de joueurs très petit par rapport à celui de Lazarus. Et donc je voudrais quand même mentionner tous ces joueurs de Lazarus Légion avec lesquels on a évolué l'an passé, qui ont pris sur eux et qui ont accepté qu'on récupère le slot, auquel ils avaient autant de droits que nous. Donc c'est quand même très, très important de les mentionner, tous ces joueurs-là qui n'étaient pas dans Nine Inch, mais qui nous ont quand même permis d'utiliser ce slot de Lazarus Légion. Il ne faut pas les oublier, tous ces joueurs, et moi, en tout cas, je ne les oublie pas. Donc ça, c'est quand même très important. Mais si on revient au projet initial, le projet qu'on a démarré il y a bien longtemps, c'était d'avoir une équipe à notre image. On a une manière d'aborder le jeu, euh, tant en matière de réflexion vis-à-vis du jeu, mais en matière aussi de comment il faut jouer, en matière de fair play, en matière de comportement à table et aussi en termes d'orientation de liste qui est un peu particulière, mais c'est le cas de la plupart des capitaines. Chacun a un peu ses idées sur comment gérer tout ça. Et on avait expérimenté auparavant avec divers capitaines leur vision qui, au final, on ne s'est jamais vraiment retrouvé dans une équipe. Donc, c'est de là qu'est parti un peu le projet Nine Inch, même si un autre point très important, c'est que c'est pas la première équipe qu'on a tenté de former, puisque bien avant, on a tenté Golden Merc, qui a été un échec, hein, il faut le dire. Enfin, il y a eu des réussites, mais il y a aussi un échec global à rassembler. Et c'est aussi important de montrer qu'on ne réussit pas tout du premier coup. Il y a eu des séries d'erreurs et d'échecs, on a beaucoup appris de ça. Et d'ailleurs, il y a rien qui nous prouvait que Nanny Baguette allait, fonctionner plus que Golden Merc. C'est à force d'essayer des choses, à un moment, ça fonctionne. Faut pas se dire, «Ça a fonctionné du premier coup». Je trouve que c'est un enseignement hyper important également. Et du coup, avec Nanny Baguette, l'objectif, c'était aucun compromis sur, les joueurs. C'est-à-dire qu'on voulait vraiment des joueurs qui s'accordent avec notre vision de jeu, avec notre vision du comportement à table et du fair play et des joueurs qui savent innover à table et prendre des initiatives quand il se passe des choses à table. Donc on voulait quand même tous ces points-là ensemble et ça a amené à une sélection assez, longue et assez drastique sur les joueurs. Yorin, ça a toujours été, par exemple, je le prends en exemple parce que c'est le premier entre guillemets à avoir, plus ou moins rejoint l'équipe, même s'il n'était pas tout à fait sûr au début, mais il a rejoint l'équipe assez rapidement. Yorin, ça a toujours été une évidence pour nous, déjà parce qu'on s'entendait extrêmement bien avec lui. Tout le monde le connaît, c'est quelqu'un de brillant à table. C'est quelqu'un qui a d'ailleurs un rôle très important dans l'équipe. On y reviendra parce que moi, je trouve que c'est très important de parler du rôle de chaque joueur. Tout le monde n'a pas le même rôle dans une équipe, en tout cas, tel que nous, on la conçoit. Il y a probablement plein de manières de concevoir une équipe, mais nous, dans notre idée, on a vraiment des rôles pour des joueurs. Et donc Yorin, c'est un excellent joueur et c'était un des piliers avec Martin et moi du début de l'équipe. Ce qu'on voulait aussi faire et qui était extrêmement important à nos yeux, c'était de prendre dans l'équipe des jeunes talents et des joueurs pas ou peu connus sur la scène parce que il y a quelque chose sur lequel nous, on n'était pas trop d'accord avec la scène haut niveau, entre guillemets, je mets des grosses guillemets autour de ça, sur AOS, c'était on trouvait qu'il y avait beaucoup trop les mêmes têtes qui retombaient tout le temps et j'ai rien contre ces personnes-là, mais on trouvait que ça n'encourageait pas tellement les nouveaux talents à essayer de se développer, à essayer d'accéder
à l'équipe de France, à ce genre de choses. Et nous, ça a été très tôt une volonté de découvrir ces nouveaux talents parce qu'on voulait montrer qu'en fait, on en a plein des talents. C'est pas le vivier en France, c'est pas 20 joueurs. On a énormément de joueurs d'AOS, on a énormément de nouveaux talents qui se créent et je trouvais ça hyper important de montrer que n'importe qui, avec du boulot, avec un peu d'intelligence de jeu, avec aussi le bon encadrement et la bonne formation, pouvait aller jusqu'au plus haut niveau. Donc ça nous a amené à recruter plusieurs autres profils. Et en fait, si on regarde dans l'équipe Nine Inch, il y a Yorin, Martin et moi, mais au-delà de ces 3 joueurs, les 5 autres joueurs, ils n'ont pas vraiment de, entre guillemets, de carrière, si j'ose dire ça, mais vous comprenez quand je dis ça. Ils n'ont pas vraiment Ils de, sont de, au de début des carrière. parties organisées. Donc ça, c'était quelque chose d'hyper important. Et ça a mis du temps de recruter tous ces joueurs. Moi, le mode de recrutement que j'ai privilégié, et Martin était d'accord avec moi, à chaque fois, quand je dis moi, c'est souvent nous, Martin et moi, puisque c'est un projet qu'on a monté à 2 du début. C'est très important aussi de le dire. Et du coup, ce qui était, comment on a fait? Déjà, nous, ce qu'on voulait observer, c'est pas spécialement les résultats, c'est plus le jeu sur table. Donc, il faut regarder les gens jouer, même si le résultat, ça t'aide à donner un indicateur. Mais il y a plein d'excellents joueurs qui vont pas gagner énormément de tournois parce qu'il suffit que tu aies un joueur un poil meilleur ou que le joueur ait envie de jouer off méta ou qu'il joue son armée à lui. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais sur table, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressant. Et donc, pour ça, il faut déjà se déplacer en tournoi, il faut regarder comment les joueurs jouent, soit en les affrontant, soit en regardant des parties. Donc ça, c'est un peu les premières étapes. Les autres étapes, c'est d'avoir un vivier de gens qui te remontent des infos sur des joueurs. Moi, j'ai bien aimé jouer contre telle personne. Moi, j'ai trouvé que telle personne avait des moves intéressants, etc. Donc, une fois que tu as tout ça, nous, la vraie métrique qu'on a utilisée, c'est qu'on a emmené les gens jouer avec nous en équipe à l'international. Je trouve que, et c'est bien normal, il y a trop peu d'équipes qui vont jouer à l'international en France, mais c'est normal, hein, ça coûte plus cher, il faut parler anglais, il y a plus de contraintes, etc. Mais c'est une expérience qui est un peu à part, et le fait de l'avoir, ça te rend presque automatiquement meilleur puisque tu vas voir d'autres méta, tu vas te rendre compte que les gens jouent pas pareil et tu vas apprendre beaucoup de choses. Et du coup, voir ces joueurs dans un contexte nouveau pour eux, c'est extrêmement intéressant pour se rendre compte de leur niveau à table, mais aussi pour se rendre compte de comment ils se comportent à table. Et donc, c'est comme ça que ça s'est passé pour la plupart des joueurs. On les a emmenés avec nous en tournoi d'équipe pour les tester, entre guillemets. Et du coup, il y a eu des joueurs qu'on a gardés et d'autres non, tout simplement. Et donc tout ça, ça s'est fait sur toute l'année dernière. Ça a pris 9-10 mois. On s'est retrouvé avec l'équipe complète mi-mai, je crois. Donc au final, on a pris quand même pas mal de temps pour faire ça. Et quand je dis équipe complète, on était 8, on n'était pas un de plus, hein. D'ailleurs, on l'a vu au Big Four, on était 8, on n'avait personne en plus, hein. C'est extrêmement compliqué de recruter quelqu'un. Et du coup, comme on ne prend pas ça à la légère, c'est compliqué pour nous de trouver un 9e joueur, un 10e joueur, etc. Et, Et justement, sur les Nine Inch Baguettes, pour en revenir, donc tu nous parlais, toi, tu as monté l'équipe avec Martin, tu nous parlais d'Yorin. Donc, dans les nouveaux talents que vous avez, parce que tu fais, comme tu l'expliquais, faire partie de ces capitaines qui décident de mettre un petit peu de sang neuf, entre guillemets, dans les parties organisées dans le haut compétitif, si je peux dire, tu as ramené donc, Zazou, qui est venu rejoindre Zazou officiel, Miskop également, qu'on a découvert avec toi. Moi, j'ai eu l'occasion de la rencontrer sur le Ligue 2, pardon, sur la Ligue 2, sur la GT qui était organisée par Stratégie, où justement Zazou également était de ses parties. Tu as Afonk également qui est venu te rejoindre. Au niveau de l'équipe, tu vas avoir, après, alors attendez que j'oublie personne quand même. Donc j'ai Miskop, Afonk, Zazou, Yorin, toi, Gloin, et il m'en manque 2 que je ne connais pas. Du coup, je crois Romain. qu'il y a ton joueur Sylvanette, Romain. Alors, le joueur Sylvain, c'est Hugo. D'ailleurs, l'histoire de comment on l'a rencontré est très marrant, enfin très marrante. C'est un joueur que j'ai rencontré en août 2024, donc il y a plus d'1 an, un tournoi en Belgique. Et on se rencontre en game 5. Il est en 4-0, je suis en 4-0. Et il me dit, je crois que c'était son 2e tournoi. Et il jouait Arcane Catacross, qui est une configuration qui n'est pas la plus simple à jouer en OBR. Donc c'était hyper intéressant et je l'avais trouvé vraiment bon sur table et je l'avais gardé en tête. Et
au final, au bout d'un certain temps, bah, j'ai vu qu'il avait fait d'autres bonnes perfs aussi, donc je lui ai proposé de venir avec nous en équipe, et cetera. Mais je l'ai rencontré en 4-0 à un tournoi et du coup, c'est comme ça qu'on l'a invité dans l'équipe. Ah, génial, c'est une super anecdote ça. Mais du coup, en plus, il a fait un très beau tournoi, donc c'est hyper chouette. C'est hyper chouette. Mais Ouais, du coup, carrément. voilà, donc effectivement, voilà, comme tu le rappelles, pour reprendre justement ce que tu disais, donc voilà, c'est quelque chose que vous avez construit loin, donc Martin et toi, depuis de nombreux mois. Vous êtes allé faire des tournois, bah, notamment en Belgique, des tournois par équipe, hein, c'était ça, par équipe de 6 que vous êtes Ouais. allé faire en Belgique. Donc il y a Alors, ces on tournois. a fait je suis même pas sûr qu'on a fait la Belgique. On a fait Luxembourg, on a fait Danemark, on a fait 3 tournois en Angleterre en équipe. À Génial. chaque fois, c'était avec, 5 ou 6 joueurs à chaque fois. Ouais, donc ça vous a vraiment permis de construire, Martin et toi, ce groupe, ce que tu nous disais hein, sur vos décisions. Bah, ça, du coup, ça a montré toute la préparation qu'il faut et que vous avez mis en place pour atteindre ce Big Four. Et justement, donc, c'est là où je voulais te demander, parce que on voit souvent ce côté très analytique, et tu le démontres encore une fois là, sur ce côté méthodique, analytique, on travaille ça, on réfléchit à ça. Mais là, tu nous le rappelais un peu sur des parties, c'est pour vous, au niveau de votre routine d'équipe, c'est plutôt quoi? On va plutôt travailler de la théorie au niveau des list building, c'est-à-dire est-ce que cette combo-là fonctionne? Par exemple, tu parlais, si on prenait les OBR, d'accord, est-ce que si je joue les stalkers comme ça, avec tel mode, ça va être plutôt comme ça? Ou est-ce que vous, c'est vraiment engranger du match test, que ça soit réel ou sur TTS? Alors c'est un peu tout, dans le sens où, je pense pas que, faire uniquement une des choses, soit ce qui est le plus intéressant. Donc de toute façon, je vais détailler un peu ce qu'on a fait depuis mai parce que c'est assez intéressant. Enfin, je pense que ça peut intéresser les gens puisque, dès la sortie de ce cours, j'ai du manuel général qui était fin mai, je crois. On a commencé tout de suite à essayer de lister les factions heu, potentielles. C'est-à-dire que la première des choses, si on a pris les 25 factions, on en a éliminé, je crois, une dizaine. Alors soit parce qu'on pensait que ça allait être trop faible, soit parce qu'on pensait que ça n'allait pas nous correspondre dans le gameplay, soit, parce qu'on se disait il y a aussi des factions que, de facto, on a éliminées en premier lieu parce qu'on savait que des Battle Tom allaient sortir entre maintenant et le Big Four et on voulait pas investir trop de temps dedans. Enfin, notamment Nighthaunt. Nighthaunt, Miskop a beaucoup joué Nighthaunt et c'était ce qu'il voulait jouer. Et ce que je lui ai dit, c'est ben, ça me dérange pas que tu essayes des choses, mais il faut que tu gardes en tête qu'il y a de fortes chances qu'on puisse pas le jouer, ou en tout cas que ça ait une forme qu'on connaisse pas, parce que si le Battle Tom sort, on sait pas à quoi ça va ressembler. Donc ça, c'était la première partie, c'est vraiment faire cette première séquence d'élimination. Ensuite, on a très vite défini les rôles de chacun dans l'équipe. Et ça, c'est plus des choses qui correspondent à des habitudes de joueurs. Donc on a des rôles, par exemple, on a Antoine Zazou qui est là pour être la première défense sur du multi-objo. C'est quelque chose qu'il a fait très bien pendant toute l'année avec Lazarus Legion, qu'il a refait avec brio As Big Four. Il maîtrise très bien ses Soul Blight. C'est quelque chose qu'il sait très bien faire. Et on savait qu'on voulait ce confort-là parce que Antoine n'avait pas la possibilité de faire énormément de parties cet été. Et on savait très bien que bah, pour toi, c'est sûr à 99% ce sera du Soul Blight. Tu vas jouer sur du multi-objo. Alors, on ne savait pas encore exactement à quelle sauce on allait être mangé sur les combinaisons de maps pour le Big Four. Dès qu'on l'a su, on a pu lui donner exactement les scénarios sur lesquels on allait le poser parce que c'était extrêmement simple. Et donc, de ce point de vue-là, lui, il avait déjà son rôle. Il savait exactement comment il fallait qu'il s'entraîne. Il fallait qu'il s'entraîne à défendre contre tout et à ramener, je crois qu'on lui avait demandé de ramener 8 points minimum contre tout, 8 ou 7 ou 8 points contre tout et n'importe quoi. Et éventuellement, bien sûr, d'aller chercher la win si l'opportunité se présentait. Donc, tu vois, il y a un de ces rôles-là qu'on peut construire pour un joueur parce que c'est sa manière de jouer, parce que c'est aussi ses habitudes de jeu. Et l'entraînement va pas être le même pour ce joueur-là que, par exemple, pour un Yorin. Yorin, c'est un joueur qui peut aller chercher des très gros scores. C'est vraiment comme ça qu'il joue. Il a toujours joué très bien comme ça. Il peut jouer autrement, mais c'est vraiment comme ça que moi, j'adore le faire jouer. Et c'est exactement pour ça qu'on a essayé de le caler. Le but de Yorin, c'est d'aller chercher des 15 plus. Et dans ce rôle-là, ben, il n'a pas du tout le même contrat qu'un Antoine, tu vois. Et du coup, ce qui est Ouais. intéressant, c'est ben, quelle est la liste d'armée pour aller faire ça. Comment on tweak l'armée pour aller faire ça, sachant que du coup,
comme on veut que tu ailles scorer fort, on peut te donner des ressources au pairing, là où Antoine, il n'aura aucune ressource dédiée à lui. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut limiter les matchs, les mauvais matchs qu'il va recevoir. Et ça veut dire aussi que l'entraînement vis-à-vis de ça, il va être spécifique. Nous, on n'est pas forcément une équipe qui spamme les games. Je pense que, ça dépend ce qu'on appelle spammer, mais par exemple, Antoine, je sais pas, il doit avoir fait, je vais dire une connerie, mais 30 ou 40 parties entre mai, fin mai et le Big Four, ce qui est pas tant que ça en fait, hein. Tu regardes après Yorin, c'est quelqu'un qui spamme un peu plus, ça dépend aussi des joueurs, hein, mais on va privilégier beaucoup du jeu efficace et utile. Par exemple, on peut très bien rater une partie après le deuxième tour, si on a vu ce qu'on voulait voir. Ou on va débriefer d'une partie ensemble plutôt que de refaire une deuxième partie. Donc, le spam de game, moi, je trouve que ça a un intérêt si jamais tu veux apprendre à maîtriser une faction. Donc ça peut arriver, hein, demande de maîtriser une faction, bah, tu as besoin de spammer 5, 10, 15 games. Et encore, hein, il y a plein de joueurs qui ont suffisamment d'expérience pour le faire en moins de games que ça. Et après, une fois que tu as ça, ce qui est important, c'est de travailler les match-ups sur lesquels tu es en défaut et sur lesquels tu peux tomber vis-à-vis du pairing. Il faut être très efficace sur le temps que tu as. Une game, c'est très long. Et si jamais tu commences à juste spammer des games, bah, tu vas pas faire tout le reste du travail. Donc ça, c'était vraiment extrêmement important pour nous d'avoir un entraînement un peu dirigé pour chaque joueur. Là, je te donne 2 exemples, mais c'est vrai pour la plupart de nos joueurs. Là où on a quelques joueurs, bah là, on a par exemple Yorin qui a un rôle très, très précis, Antoine qui a un rôle très précis. On a aussi quelques joueurs qui avaient pour rôle, vous allez avoir peu de ressources au pairing, il va falloir que vous vous démerdiez. Donc, il faut essayer de faire une liste un peu de solo, si on veut, pour pouvoir aller chercher vraiment avec du jeu pour pouvoir aller chercher une petite victoire ou au pire une petite défaite. Mais le point le plus important dans la construction du roster pour nous, ça a été que personne ne devait se retrouver en situation où il se fait exploser. Et si on regarde les résultats du Big Four, c'est assez évident puisque notre pire défaite, c'est un 6-14 et on n'en a eu qu'un seul. Et ça, pour moi, c'est un gros succès parce qu'à partir du moment où tu as des scoreurs qui peuvent aller chercher des 15 plus et que tu n'as personne dans ton équipe qui prend pire que 6-14, ben, c'est très dur de perdre une ronde. Donc ça, c'est une partie de ce sur quoi on a focus. Et après, ce qui est intéressant, c'est que je pense que comme on a commencé très tôt, on avait quelques semaines d'avance, entre guillemets. Enfin, typiquement, quand on a vu les listes du Big Four, on s'est dit, ces listes, elles ont 2 semaines de retard par rapport à nous. Et ce qui était intéressant, c'est que ces 2 semaines d'avance nous ont beaucoup servi parce que c'est grâce à ça on a décidé de jouer la liste Command Corp et grâce à ça on a décidé de jouer de la liste Glaive Stalker. Et ces 2 listes-là, c'est des listes qui sont très 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 fortes. Et notre but dans le pairing, ça a été très simple. C'est je place Command Corp, Glaive Race et Caradron pour que ça puisse pas perdre. Littéralement pour que ça puisse pas perdre. Et j'ai pas besoin de tant de ressources parce que c'est des listes qui sont très bonnes. Donc j'avais pas besoin de beaucoup de ressources pour placer ces 3 listes, ce qui fait que je peux. C'est pas si simple de placer 3 listes, mais quand tu as besoin de peu de ressources, c'est faisable. Et nous, on a eu ce luxe-là parce qu'on avait cet avantage sur les listes au Big Four. Et du coup, l'idée, c'est ces 3 listes n'ont pas le droit de perdre dans notre placement. Et ensuite, tout le reste, on est capable de défendre. Et en fait, quand tu démarres une ronde avec 3 listes gagnantes et qui en général vont aller chercher des scores, la ronde elle est quasi imperdable. Donc ça, c'était un peu le contrat et on a pu réaliser ça aussi grâce à cette petite avance qu'on avait, je pense, sur la méta globale française de 2-3 semaines, quoi. Ouais, ok. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si on repart du Big Four, à fond, ton joueur Caradron, tu l'avais placé en round 1 tu l'avais placé en round 1 face aux adeptes contre Moratti de Gros Ouais. Titi. Tu l'avais placé en round 2 contre le Grand Roi et ses Scaven, il me semble. Ouais. Et j'ai plus j'ai plus du tout la round 3 où je le voyais. Donc il a été placé. Yorin, lui, il avait affronté OBR en round 1. Il avait affronté après la Fire Slayer en round 2. Ouais, t'avais ça, ouais. Donc effectivement, vous aviez pu placer sur ces gros scoring, là. C'est aussi, C'est on hyper l'a placé intéressant. beaucoup sur des. Yorin, on l'a placé sur des maps qu'il aimait bien parce que lui, ça s'y prêtait.
Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Yorin, il avait plutôt des maps qu'il aimait bien, il pouvait prendre un peu tout dessus. Thomas, il avait une combo de maps et de match-up, mais pas si restrictif que ça. Et côté Nightone, c'était littéralement, il y a quasiment rien dans le jeu qui pouvait prendre la liste, donc c'était un peu free, quoi. Ce qui était impressionnant de voir au Big Four, c'était Yorin qui était, parce que quand tu regardes la liste, tu te dis, non, mais ça tient pas en 3 heures, ça rentre pas, c'est-à-dire il a 1h30 pour pouvoir la jouer et ça va pas rentrer. Et en fait, de par cette technique, de par cette expérience, où il y a eu plusieurs dés de couleurs pour pouvoir dire, OK, ça c'est dégâts 2, ça c'est dégâts 3, et en fait, ça passait systématiquement. Ça, on voit Oui, je aussi trouve qu'il l'expérience. met en avance pas mal de ses games, Yorin. Ouais, c'était une belle expérience, et c'était une belle expérience. Et du coup, donc, vous avez gagné donc ce Big Four, comme tu dis, donc avec la plus grosse défaite, donc, qui était donc 6 points que vous avez pris en défaite, ce qui est juste, ouais, c'est énorme en fait. C'est énorme avec toute ton équipe. Bah, bravo en tout cas, bravo encore pour ce Big Four. Et du coup, ça te permet de faire une petite transition, tout ça, pour ce nouveau rôle que du coup tu endosses de sélectionneur de l'équipe de France. Et bah, du coup, alors, vraiment ce soir, hein, comme je le dis, que ce soit dans le replay quand les gens vont regarder, il n'y a pas de reveal au niveau des joueurs. Ce qu'on a envie de voir, c'est la vision de Nicolas pour cette équipe. Qu'est-ce qu'il a envie de faire, comment il a envie de traduire, s'il a des objectifs, s'ils ont des objectifs pour justement cette année. Voilà, on va être vraiment là-dessus. Mais déjà, moi, ce qui est la première des questions, c'est euh, qu'est-ce que ça te fait? Ça y est, tu as gagné ton Big Four, tu es sélectionneur de l'équipe de France. Qu'est-ce que ça te fait, toi, l'ancien, peut-être futur champion du monde en solo? Donc là, tu vas aller sur les équipes. Comment tu te sens, toi, par rapport à ça, en tant que sélectionneur? Bah, moi, je suis très, très content, évidemment, puisque quand on allait au Big Four, et je pense que c'est le cas de la plupart des équipes qui allaient au Big Four, le but, c'était de le gagner et de gagner ce Capitana. Je trouve ça très bien que la OSFF ait décidé d'instaurer un tournoi ou une série de tournois comme ça a été l'année dernière pour décider d'un sélectionneur. Je trouve que ça rend la chose beaucoup plus incontestable, beaucoup plus légitime, tout comme Guillaume a gagné l'année dernière et personne n'a rien dit, ce qui était normal parce qu'il a gagné. Bah là, c'était un peu pareil. Donc moi, j'aime beaucoup ce format et ça sera pareil l'année prochaine, hein. Le titre est remis en jeu l'année prochaine, c'est ça qui est beau. Donc je trouve ça très cool parce que tout le monde a sa chance. Et en plus, bah, si tu t'en sors, tu es plutôt légitime. Et du coup, ça, je trouvais ça très, très, très sympa. Moi, je suis très content de prendre la main. Il y a quand même, ben, des grosses chaussures à remplir. Guillaume, il a quand même fait des performances qui méritent d'être soulignées puisqu'il a fait plusieurs fois 2e, hein, dont récemment, l'année dernière, 2e, je pense à 1 point près, hein, donc vraiment on peut pas être plus proche que ça de la première place sans l'avoir. Hem, donc il y a des grandes chaussures à remplir et moi, là, certes, j'ai été très content, mais je me projette aussi dans tout le travail qu'il va y avoir. Donc il y a beaucoup à faire, surtout que, comme on va en reparler, j'ai envie de changer beaucoup de choses et de faire les choses un peu différemment. Donc quand on fait les choses différemment, on prend le risque de se vautrer. Donc c'est quand même un peu de pression, c'est quand même beaucoup de questionnements. Mais j'ai la chance avec Martin parce que, bah, c'est moi qui ai le titre entre guillemets de capitaine, mais si on pouvait être 2 co-capitaines, on serait 2 co-capitaines, hein. Il y a pas de débat là-dessus, tout le monde le sait plus ou moins et c'est pour ça que je le redis, ce soir, je suis pas plus capitaine que lui, en tout cas à mes yeux. Mais en tout cas, du coup, j'ai le soutien et tous les points de vue de Martin, donc on va pouvoir, je pense, faire des choses très cool. Bah, surtout que c'était une chose, alors moi je remarquais cette scène et je trouvais que c'était hyper appréciable, ce rôle. Alors, je prends l'année dernière où Martin avait toujours prenait 10-15 minutes quand vous étiez avec Lazarus Légion, prenait 10-15 minutes pour dire, OK, donner quelques plans d'axe stratégiques, quelques tactiques et mine de rien, je pense que ces 10-15 minutes pouvaient vraiment faire des merveilles dans ce qu'il offrait aux joueurs. Donc c'est vrai que c'est assez chouette que tu le rappelles. Et tu rappelles également que tu prends la suite de Sarantai. Donc effectivement, ça va être des choses assez importantes à mettre en place. L'avantage, c'est que cette année, avec la OCFF, bah, du coup, c'est aussi une chose qui était demandée par vous, capitaine de Ligue 1, c'est que
le Big Four, en fait, va te permettre, maintenant on a le sélectionneur de l'équipe de France, va te permettre de voir toute la Ligue 1, de t'entraîner, de voir comment les joueurs également vont s'entraîner, s'il y a des ajustements à pouvoir faire, parce qu'il y a 2 étapes de Ligue 1. On peut aussi vous dire, voilà, toi, tu es en train de préparer des tournois internationaux, que ce soit en France ou à l'étranger. Ça va vous apporter un petit peu plus de vent, de choses à pouvoir faire. Et, euh, et justement, bah, comment, toi, dans cette vision, c'est quelque chose qui est pas facile parce qu'on parle beaucoup de jeux, on parle beaucoup de certes, mais il y a quand même une vision, tu le rappelais avec Martin, tu le rappelais avec tout ça, qui est très humaine par rapport à ça. Est-ce que c'est quelque chose où vous avez déjà pu en discuter au sein des joueurs que tu prévois, les joueurs que tu as envie d'emmener avec toi? Est-ce que c'est quelque chose où vous avez déjà pu en discuter de garder cette cohésion, de garder l'esprit que vous avez créé avec Martin sur les Nine Inch Baguettes, où il y a des choses aussi où vous voulez greffer d'autres joueurs, par exemple des Lazarus Légion. Comment ça se passe du coup, toi, au niveau de cette cohésion de groupe, on voit plutôt sur quelque chose un groupe de potes ultra soudés, où on est vraiment esprit compète et on prend les meilleurs des meilleurs des meilleurs. Pour moi, c'est un faux problème. Hem, c'est important, avoir un groupe cohérent, c'est important. Hem, mais pour moi, une équipe, en fait, c'est pas des individualités. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. On peut le voir dans tous les sports, les individualités, c'est très rare que ça fasse gagner une équipe. Donc pour moi, prendre les meilleurs des meilleurs des meilleurs, déjà, c'est extrêmement difficile de qualifier, de faire un top 8 des joueurs, que ça soit en France ou dans le monde et cetera. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile, surtout que ça dépend des critères de chacun. Moi, j'ai pas les mêmes critères que Guillaume, j'ai pas les mêmes critères que Titi, j'ai pas les mêmes critères que Aléric, je cite tous les capitaines qui étaient au Big Four. On n'a pas les mêmes critères, en fait, et du coup, on arriverait à un top 8 qui est complètement différent. Donc, ça n'a pas trop de sens de dire, prendre les meilleurs, puisque tout est une question de critères. Moi, mes critères, c'est ceux que j'ai évoqués au début, c'est le fair play, l'esprit de jeu, le comportement à table et le niveau de jeu à table. Mais le niveau de jeu à table, c'est comment tu vas réagir face à telle situation. Est-ce que tu es à l'aise avec le fait que tu as un rôle ingrat? Parce que j'ai trop souvent entendu des capitaines dire: «Non, mais lui, on l'a sacrifié sur les 3 premières rondes, là, on va le mettre bien». Ben non, en fait, si le but, c'est que cette personne, son rôle, ça soit dans l'équipe de prendre les baffes, bah, c'est un rôle avec lequel il est d'accord et ben oui, l'équipe a été montée comme ça autour de ce genre de choses. Donc c'est très important d'avoir des joueurs solides, là-dessus et après bon, ce sont des choses qu'il va falloir, auxquelles il faut réfléchir. Mais oui, prendre les meilleurs des meilleurs, c'est moi je saurais pas dire, qui est le meilleur joueur, je saurais pas donner un classement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est tous les points que j'ai évoqués juste avant. Ouais, chouette. Ouais, parce que nous, ça nous donne vraiment cette vision. Et oui, comme tu le disais, il y a des rôles importants. Typiquement, tu l'as rappelé tout à l'heure, le rôle de Zazo qui était hyper important pour toi sur justement cette ouverture avec sa liste sous Blight. Du coup, ça nous donne un peu plus, voilà. Bah, du coup, ça nous donne un peu plus tes objectifs aussi, c'est-à-dire que d'avoir en fait d'être dans un objectif de construction. Vous allez vouloir construire quelque chose ensemble avant les Worlds qui vont se jouer. Euh, si toi, en fait, là, on est vraiment dans l'expectative, on est vraiment dans le OK. Qu'est-ce que toi, tu aurais envie justement pour cette première compétition? Qu'est-ce que toi, tu auras envie de dire à notre communauté pour l'équipe de France? Parce que quelque part, tu es aussi ce renouveau. Voilà, Guillaume a tenu la maison pendant des années et il nous a offert des très beaux moments. Là, tu es le renouveau de l'équipe de France. Voilà, qu'est-ce que toi, tu as envie de dire à la communauté sur, OK, moi, mon équipe de France, j'ai envie qu'elle soit ça. Tu nous donnes déjà ta vision au niveau des joueurs, ta vision au niveau de l'esprit. Mais si on va un tout petit peu plus loin, toi, tu as envie de quoi dans cette équipe de France? Bah, déjà, moi, je vais jamais à un tournoi pour perdre. Donc ça sera toujours le cas et je considère qu'il y a la première place et après sinon c'est une défaite. Donc l'objectif, ça c'est toujours celui-là. Est-ce que, l'objectif est atteignable cette année? C'est une question qui reste entière et qui va rester ouverte tout au long de l'année. Ça va dépendre de plein de choses, mais c'est toujours l'objectif et je pense d'ailleurs que c'était l'objectif de Guillaume des années précédentes, hein. La France, c'est une nation qui peut prétendre à cette première place,
et qui est d'ailleurs passé pas si loin que ça à de multiples reprises. Donc c'est toujours l'objectif. Néanmoins, moi je pense qu'un projet d'équipe de France, ça se construit sur plusieurs années et c'est dans cette optique-là que moi je pense, aussi à l'équipe de France. Alors malheureusement ou heureusement, enfin, si jamais je veux que ça dure plusieurs années, il faut organiser le Big Four l'an prochain, bien sûr. Mais ça m'empêche pas d'y penser de cette manière et de réfléchir à l'équipe dans cette optique. Après, si je gagne pas l'année prochaine, le gagnant aura le choix soit de continuer avec le socle que je lui ai fourni, soit de faire complètement autrement. Ce sera son choix et c'est bien normal. Mais moi, je vois ça sur une durée beaucoup plus longue. Je vois la construction de l'équipe de France sur plusieurs années et moi, ce qui m'intéresse, c'est, comme tu as parlé de renouveau, c'est exactement ça. J'ai, j'ai très, très, très envie de montrer, comme on l'a montré avec Naniche Baguette, que, si on bosse suffisamment, ben, oui, tout le monde peut accéder à l'équipe de France, qu'il y a besoin de certains ingrédients, mais que c'est possible. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur et du coup, qui va être intégré dans le projet. Ça, c'est une certitude. Bon, c'est chouette, ça nous laisse présager se présager plein de bonnes choses. Je vais, je vois, j'ai vu Miss Clop et Gloin dans le chat qui s'amusent avec Gloin qui troll, justement, ils sont là aussi, tu vois, c'est ça qui est assez chouette. Où tu vas avoir, ah, t'as Simon aussi qui dit bonsoir, Sim, qui vous suit, je pense que c'est assez chouette. J'en profite, bah, justement, tout le monde, là, ceux qui vous êtes dans le chat, là, on est 74. Si vous avez des questions à poser à Nicolas, donc c'est vraiment le moment, n'hésitez pas, foncez, on vous suit sur vos questions et on va continuer. Nous, l'avantage, c'est qu'on va essayer aussi, bah, cette année, je reprends un petit peu la main là-dessus, bah, justement, de continuer de faire vivre l'équipe de France. L'idée, c'est de vous apporter, en fait, bah, tout ce qui se passe en backstage, si je peux utiliser ce terme, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a avec le Neoxys toute une communication au niveau de l'équipe de France depuis qu'on a repris avec la WSFF, une communication un petit peu différente, un peu moins sur le côté photo, tout ça. On a envie de vous montrer ce qui est l'envers du décor. Et c'est aussi bah, Nicolas qui nous a permis ce soir, et il y aura d'autres lives pour nous donner un peu son esprit, son état d'esprit, dans quelle mentalité il est actuellement au niveau de son équipe. Donc vraiment, n'hésitez pas au niveau de la communauté à réagir, à nous accompagner là-dessus. On va vous mettre plein de belles choses en place justement pour les soutenir, parce que bah, il faut avoir aussi besoin bah, de toute la communauté. Donc vraiment, foncez. Donc si vous avez plein de questions, n'hésitez pas à nous les poser et on va continuer un peu le live là-dessus. Alors, on a Wargrim. Est-ce que vous pouvez préparer le DF dès maintenant ou le changement de méta si l'an prochain rend cela difficile? Bah, c'est une bonne question. Euh, non, non, on peut commencer dès maintenant parce que moi, ce qui m'intéresse, et, et je pense que ça devrait être le cas chez la plupart des gens, lorsque vous cherchez à monter une équipe qui est compétitive, qui va aller jouer entre guillemets au niveau, c'est des esprits, des joueurs qui savent réfléchir correctement sur table. C'est pas des joueurs qui vont s'enfermer dans un gameplay, s'enfermer dans une armée, dans une manière de jouer. Hem, Avoir des joueurs qui maîtrisent très bien une faction, c'est toujours un très bon atout. Mais en tout cas, c'est pas la première optique qu'on a. Ça veut pas dire qu'il y en a pas, ça veut pas dire que ça ne sera pas le cas. Mais avec Martin, nous, ce qui nous intéresse, c'est des joueurs qui peuvent changer d'armée, des joueurs qui ont un esprit pour le jeu en tant que tel. Et du coup, à ce titre-là, le meilleur des entraînements, bah, c'est de participer à des tournois de haut niveau, comme la Ligue 1, comme des tournois internationaux, pardon. Et du coup, de continuer ses entraînements vis-à-vis de ces tournois, bah, ça t'entraîne pour aussi le tournoi final, qui, du coup, on s'entraîne à faire des meilleurs pairings, on s'entraîne à faire des estimés qui ont rien à voir avec ce qu'on a l'habitude d'appeler des estimés, mais ça, c'est mon cheval de bataille pour les gens qui me connaissent. Donc, on s'entraîne à faire tout ça. Donc, il n'y a rien qui est perdu parce que, bah, en fait, toute cette expérience gagnée, elle va déjà non seulement permettre à chaque joueur de mieux jouer, mais aussi elle va vraiment compter lorsque dans les Wars,
t'es en truc game 3 ou game 4 et que tu es vraiment dans la sauce ou je ne sais quoi, bah, c'est l'expérience qui va te tenir et qui va te permettre de tenir ta game jusqu'au bout. Et elle est hyper importante, cette expérience. Et c'est aussi pour ça que l'expérience internationale, elle est très, très importante parce que le contexte est un peu différent et c'est quand même plutôt cool d'avoir toute cette expérience-là un peu différente qui sera facile à retranscrire côté Worlds. Et c'est là où c'est chouette, comme tu disais, c'est-à-dire que tu as entre guillemets, ces cadres, si je peux dire, que ceux qui sont Martin et Yorin, qui vont aussi pouvoir t'accompagner dans cette épopée là-dessus. Et en attendant que des petites questions, on va avoir Grom5 qui nous dit, vous souhaitez que tout le monde puisse monter en EDF. Par curiosité, vous souhaitez faire du scouting sur la Ligue 1, sur les GT, ou est-ce qu'il y a d'autres méthodes? C'est une très bonne question. Oui à tout. Donc grosso modo, le but, c'est effectivement de repérer des profils. On repère des profils, sur les tournois que l'on suit, sur les tournois où on est présent, donc la Ligue 1 par exemple. Moi, je regarde beaucoup aussi les résultats. Alors comme je l'ai dit auparavant, hein, les résultats, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, si vous avez un joueur qui fait très régulièrement des résultats, peut-être qu'il faut aller jeter un œil. Mais un joueur qui ne fait pas régulièrement des résultats, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Donc, il y a une vraie différence. Quelqu'un qui est constant et qui fait des résultats, c'est sûr qu'il faut y jeter un œil. Là où ce n'est pas le cas, ça ne veut pas dire qu'il faut en exclure. Donc, c'est ça qui est intéressant. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que les autres méthodes, c'est des choses que j'ai commencé à construire cet été avec Crucible. Et c'est directement lié au scouting de joueurs. Moi, ça m'intéresse énormément de voir les nouveaux talents. Et c'est autour de ça que j'ai construit Crucible. Je sais pas si tu connais Julien, mais grosso modo, le concept du tournoi, c'est tout est par niveau. Donc les débutants jouent entre eux, et les gens plus expérimentés jouent entre eux, ce qui évite d'avoir un tournoi où tu te retrouves avec les 8 mêmes noms en premier. Ce qui, moi, m'intéresse pas, parce que c'est comme tous les autres tournois. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que je me retrouve avec des gagnants de poule par niveau, et ensuite, ces gens-là, je les convie à un événement physique et du coup, ça me permet de voir ces gens qui ont gagné leur poule, qui était une poule plus facile potentiellement que les poules de haut niveau, mais ça me permet d'essayer de voir des talents qui émergent et c'est ça qui m'intéresse. Et donc, par exemple, Crucible, dans mon esprit, je l'ai aussi créé pour tout ce recrutement, et cette découverte de talents. En tout cas, c'est un des objectifs de Crucible. Donc, il y a ça et après, bah, oui, c'est beaucoup de bouche à oreille aussi. Donc, les bouche à oreille, c'est toujours le plus simple parce que quand on fait confiance à un de nos joueurs et qu'il nous recommande quelqu'un, c'est pas pour rien. Donc ça aide aussi beaucoup. Donc il y a quand même pas mal de méthodes et on en ajoute. Moi, j'ai ajouté Crucible parce que je trouvais que ça manquait un peu comme corde à mon arc. Et pour le moment, c'est vraiment, enfin, les premiers résultats sont vraiment assez cool. J'ai beaucoup aimé et ça va continuer. Donc ça, c'est vraiment très très sympa. Eh ben, c'est ce qui répond à la question. On va avoir Tragic Mountain qui nous marque. Alors, je vais peut-être un peu aider aussi là-dessus. Avec Guillaume, vous avez pu faire une passation. Est-ce que vous allez utiliser tout le pool de joueurs de Ligue 1 pour définir une équipe de France et réduire en fonction de la méta à l'instar de l'EDF 44? Tu as déjà répondu en partie, mais je pense que la question derrière, c'est aussi de dire est-ce que vous voulez des joueurs, et tu y as un tout petit peu répondu, qui sont performants dans une faction type. C'est pas, on n'exclut pas forcément les choses, hein, ça a un intérêt. Maintenant, c'est pas, entre guillemets, moi, c'est pas ce que je recherche en premier lieu. Je pense qu'on n'en est pas encore à avoir la communauté de 40 000, hein, loin de là. Je pense que 40 000 est 3 à 4 fois plus gros qu'AOS. Eux, ils ont cette chance-là d'avoir une communauté qui est déjà beaucoup plus importante et ils peuvent faire beaucoup plus de choses, des choses beaucoup plus variées que nous. Donc moi, je vais pas, en tout cas pour le moment, je pense pas que ça soit une bonne idée de copier exactement ce que 40K fait. En tout cas, c'est pas ça que je visionne pour cette première année. Donc, non, pas vraiment directement copier ce que 40K fait, ça c'est sûr. Pour la passation avec Guillaume, on a discuté rapidement le soir même, mais on s'est pour l'instant pas reparlé depuis. Je sais pas encore ce qui sera fait, s'il y a quelque chose qui a besoin d'être fait. En tout cas, il m'a proposé son aide sur n'importe quel sujet qui m'intéressait. Donc un immense merci à lui sur le sujet. Et dès que j'aurai besoin d'aide, je sais que je pourrai le contacter et qu'il sera disponible. Oui, ce qu'il faut rappeler, c'est que
Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, les French War Game Café a des horaires et on a dû respecter ces horaires-là. Et c'est vrai que du coup, ça a un peu accéléré les choses sur la toute fin. Il a fallu, parce qu'il y a des personnes, mine de rien, c'est comme tout, c'est leur week-end. Donc, on a dû accélérer un petit peu le samedi soir. Et donc, c'est vrai que c'était un peu compliqué cette partie-là. Du coup, c'est chouette de savoir que vous allez pouvoir aussi échanger ensemble. Est-ce que vous avez d'autres questions dans le chat? Moi, en attendant, petite question justement par rapport à Martin. Tu nous disais voilà l'importance que Martin apporte dans l'équipe. On voit aussi l'importance que Martin apporte sur table avec une liste Skaven qui est tonitruante également. Ouais, alors c'était amusant parce que ça fait depuis quasiment le fin mai où on savait, en tout cas moi je savais que Martin on allait le mettre sur Skaven parce que c'est une liste qui défend très bien et c'est aussi une liste que lui-même joue très bien, même si la liste a beaucoup évolué, hein. Si on regarde ce qu'il a joué en juillet, il a joué à Nottingham une liste Skaven, elle a beaucoup évolué jusqu'au Big Four. Et en fait, le choix était pas si évident que ça parce qu'on a eu, le roster a pas mal évolué, l'ensemble du roster, et à chaque fois, Martin disait bah moi je peux jouer ça si vous voulez. Moi je disais non, je pense qu'on va te laisser sur Skaven en fait. Donc en fait, il était en prison Skaven, tout comme j'étais en prison Doc. On était tous les deux en prison sur nos factions et c'était la vie. On a fait avec. On a donné les autres factions aux joueurs auxquels ils s'y prêtaient le mieux, hein, pour être tout à fait honnête. C'était pas spécialement une contrainte qu'on se mettait. C'est plus que le but a été vraiment d'arranger l'équipe pour que ça fonctionne bien. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que je raccroche les wagons avec d'autres sujets, mais tu vas voir, c'est intéressant. C'est que des listes comme la liste Glaive Stalker, j'étais extrêmement content que ça soit Miskop qui la joue. Pour plusieurs raisons. Déjà, il a beaucoup aimé Night Hunt, mais aussi, je savais que c'était une liste relativement simple à jouer sur table où il ne pouvait pas trop se vautrer. Et Miskop, moi, j'avais très très peur, pas de son niveau de jeu, mais de son niveau de stress sur une première étape comme celle-ci. Et c'était hyper. Enfin, moi, j'étais extrêmement heureux de le mettre sur une liste comme celle-ci parce que je pense que c'est une liste qui est qui était très. C'est pas forcément simple à jouer, mais qui pardonne beaucoup les erreurs, qui est très forte. Et du coup, avoir Miskop sur ce genre de liste, ça m'a beaucoup rassuré parce que je savais que c'était un de mes joueurs qui pouvait le plus stresser. Et je pense d'ailleurs que depuis le Big Four, ça a vachement retombé et que maintenant, ça va être beaucoup plus simple pour lui. Mais il y avait ce point de vue stress. Et d'ailleurs, c'est ça que je leur ai dit le vendredi soir. Le vendredi soir, c'était un moment très, très précieux d'ailleurs pour moi parce qu'on était au resto, on était tous ensemble. Bref, je leur ai fait un petit discours parce que le but c'était d'enlever le stress aux joueurs un peu nouveaux qui avaient eu peu de tournois avec nous. Et ce que je leur ai dit, c'est globalement, en fait, le résultat de demain, je m'en fous. Là, ce qui est important pour moi, c'est ce qu'on a créé là durant ces derniers mois. Et je sais qu'on gagnera. Si c'est pas demain, ça sera un autre moment. Je sais qu'on gagnera un moment. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on a construit. Et j'ai trouvé ça super important de leur dire ça parce que, à mes yeux, la seule manière avec laquelle on perdait ce Big Four, c'est s'il y avait un stress, s'il y avait des joueurs qui se mettent trop de pression à table, ce genre de choses. Parce que pour moi, on avait un meilleur roster, on avait une meilleure gestion des pairings et on avait plus d'entraînement que les autres. Donc pour moi, c'était c'est la seule manière avec laquelle on perdait ce Big Four, c'est si les joueurs se mettaient trop de pression, s'il y avait trop de stress à table et s'il y avait des bêtises à table. Et donc tout mon focus sur le vendredi et sur la journée du samedi, ça a été d'éviter que cette situation arrive. Et donc c'est pour ça aussi que par exemple, pour la liste NH, j'étais très content que ce soit Miskop qui soit dessus. Et du coup, de facto, on a gardé des listes stressantes, entre guillemets, pour les joueurs un peu plus expérimentés, comme Martin, comme moi, sur d'auteurs. Et c'est un peu aussi pour ça où on s'est réparti les listes comme ça et qu'on est resté sur ces factions un peu plus techniques. C'est fou ce que tu me dis parce que on était en tournoi avec Gultar, avec Andrea samedi dernier, et justement on discutait exactement de ça, en fait, du déphasage,
fait de joueurs en fait qui débutent en ligue, en Ligue 1 ou sur des compétitions. Et en fait, on parlait justement de ce côté où en fait des matchs qu'ils devraient gagner tous les jours, ils bloquent en fait. Bah, par exemple, soit parce qu'ils rencontrent un joueur connu ou quelqu'un d'un plus haut niveau. Tu vois, moi-même, je me souviens, ma première expérience, c'était avec Pacifieur sur la Ligue 1, qui est un mec adorable. Et je déphase complètement, c'est-à-dire je bloque complètement sur le truc et c'est chouette que tu puisses rappeler ça et que du coup pour Biscop, ça fait, oh, bah, du coup dans le chat, ils sont, oui, il faut chouchouter Biscop. Du coup, c'est comme quoi, bah, c'est chouette aussi d'avoir pu avoir mis en place cette vision-là. Ah, t'as Touchous qui nous pose une question, je sais pas si c'est possible dans le règlement des Worlds. Est-ce que tu envisages d'être capitaine joueur? Oui, je ne sais pas, j'ai pas la réponse à la question. Je ne sais pas, enfin, c'est possible, c'est clairement possible, hein. Il y a des capitaines joueurs. Donc, je ne sais pas encore si je serai capitaine joueur ou si je serai juste capitaine. Ça va dépendre d'énormément de choses. Si tu compares aux Irlandais, je sais pas si c'est si c'est la bonne chose de faire comme eux. Question orientée. Peux-tu nous dire, non, ça c'est tout chose encore. Avoir un coach stratégiste si un capi. Ah oui. Donc Grande 5 qui dit peut-être ajouter plutôt avoir un coach stratégique si le capitaine est joueur. Ça c'est pour venir Oui, ce qui est compléter. sûr, alors, c'est la question du coach, elle est très importante et très amusante aussi. Pour les gens qui étaient au Big Four, vous avez pu voir qu'on n'avait pas de coach, on était 8 joueurs. La question du coach, elle est centrale, mais elle n'est pas évidente du tout. Pourquoi? Parce que ma réflexion, c'est qu'avoir un coach qui est moins bon que tes joueurs, ça ne sert à rien. Heu, Parce que, bien souvent, je vois des 3 minutes utilisées et le joueur sort de ces 3 minutes et il prend la mauvaise décision. Être coach, c'est extrêmement difficile. C'est vrai, c'est un des boulots les plus difficiles. C'est probablement plus difficile que d'être joueur pour être un bon coach. Et du coup, pour le trouver, ce bon coach, il faut en général qu'il ait un niveau de jeu. Alors, il n'a pas besoin forcément d'être le meilleur joueur de l'équipe, mais il faut qu'il comprenne ce qui se passe dans tous les match-ups. Ça veut dire qu'il faut que tu aies quand même quelqu'un qui connaisse l'ensemble des match-ups de ton équipe. Il faut qu'il suive toutes les tables, parce que tu n'arrives pas dans tes 3 minutes, tu essayes de comprendre ce qui s'est passé dans la game. Il faut qu'il suive 8 tables à la fois. Il faut qu'il soit prêt à répondre aux questions. Et du coup, c'est vraiment pas simple de trouver cette personne. Moi, ce que je disais à l'équipe, c'est parce que Martin, alors on raccroche les wagons avec la liste Scaven, Martin me disait, bah là, je ne pourrais pas faire de 3 minutes, j'aurais pas de temps à la cloque pour faire des 3 minutes. Et du coup, moi, ce que j'ai dit à l'équipe, c'est, en fait, vous savez tout ce qu'il faut pour jouer, faites-vous confiance. Vous n'avez pas besoin de nous poser une question, vous n'avez pas besoin que je vienne vous autoriser à faire un move. La plupart du temps, beaucoup de 3 minutes sont utilisées pour poser une question à laquelle le joueur a déjà la réponse, mais il veut une validation de son coach pour se dédouaner de la conséquence de son action. Et ça, moi, je leur ai dit, moi, je m'en fous, en fait, on gagne ou qu'on perde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le jeu, c'est que vous jouez correctement, etc. Faites-vous confiance. Et après, il arrivera ce qu'il arrivera. Et c'est ce qu'on a fait pendant tout le tournoi. Oui, je préférerais avoir un coach, mais c'est pas évident du tout de trouver un coach qui apporte à ton équipe. Hmm. Eh ben super. Écoute, merci en tout cas pour cet éclairage. Je pense qu'il y a une petite private joke de Afon qui te dit est-ce que Moratti va mourir à ce tour? Bah non, mais ils se foutent de ma gueule parce qu'ils disent que c'est pas stressant de jouer Doc. Ouais, peut-être, mais en tout cas, il y a des choses à faire, quoi. Ouais, enfin, on a vu contre Fix, tu as fait une belle game face à Caradron, où justement, bah, Afon qui affronte Brotiti sur le match-up Caradron versus Doc s'en sort très très bien, et toi, tu as réussi t'as réussi à toi retourner la game avec justement sur le même match-up en fait. Ouais, mais pas la même map déjà, et ça joue beaucoup. Et aussi, Félix a fait des grosses erreurs, on en a parlé après, hein, il a fait des grosses erreurs sur ses placements et ça pardonne pas beaucoup, quoi. Je comprends. Je comprends dessus. Mais écoutez, le chat, en tout cas, si vous n'avez pas d'autres questions, on va clore ce soir. Par contre, avant de clore, Nicolas, j'aimerais te laisser encore une fois le mot de la fin là-dessus. J'aimerais te dire bah, un grand merci d'avoir pris le temps de venir nous parler, parce que c'est vrai que mine de rien, comme tu le rappelles, bah,
y a plein de choses sur lesquelles tu bosses en ce moment entre toi, ta chaîne, entre l'équipe de France, entre la OSFF. Il y a pas mal de choses sur lesquelles tu bosses. Donc, merci d'avoir pris le temps. Ça te donne vraiment envie j'espère que tout le monde, ça va vraiment vous donner envie qu'on puisse suivre l'évolution de ton équipe. Est-ce que tu veux faire évoluer alors, là, je pense que c'est pas. Alors, je vais répondre à la question. C'était, est-ce que tu veux faire évoluer les layouts de ligue à OSFF? C'est plus une question à la chambre arbitrale qu'il faut poser. Responsabilité, hein, chacun ses responsabilités. Ce sera à la OSFF de décider. Et il me semble même, si je ne m'abuse, qu'il y a une vraie discussion entre la OSFF et les Worlds pour décider de templates qui ne sont pas forcément les layouts ASFF, mais qui peuvent être proches. Donc c'est pas du tout à moi de répondre à cette question. Moi, bien sûr, je serais toujours en faveur d'essayer de l'uniformiser mondialement. Maintenant, je pense que les layouts AOSFF répondent à un vrai problème. Euh, Est-ce que tout est parfait? Non, il y a des trucs que j'aime pas, et je l'ai déjà dit dans les layouts, mais ils répondent à un vrai problème. Voilà. Donc après, c'est à la chambre arbitrale de décider, de trancher ce qui se joue en France. Et nous, après, on s'adaptera, bien sûr. On vous fera un petit live avec Grom, Panache et Madigan. Je suis sûr elle sera ravie de faire un live avec nous. Mais ouais, ouais. Mais effectivement, comme tu dis, ça répond à une vraie problématique et on va pas s'étancher là-dessus. On le fera sur un live arbitral. Et ben voilà. Moi, je te laisse le mot de la fin. Je te laisse vraiment conclure. Ta libre antenne. Dis-nous tout ce que tu as envie de partager pour tous les personnes qui vont voir, qui vont revoir le replay au niveau de te suivre. À toi. Ouais, bah, je voudrais vraiment remercier tous les soutiens. J'ai eu énormément de messages à la suite du Big Four. Donc ça fait énormément plaisir, ça fait énormément bien. Et ça carry, c'est très très cool. Donc un immense merci à tous les gens qui nous soutiennent. Je voulais bien sûr encore réitérer un grand remerciement aux membres de Lazarus Légion qui ne se sont pas retrouvés dans la niche baguette, mais qui nous ont quand même donné gracieusement ce slot. Donc un immense merci à vous tous. Ça fait extrêmement plaisir. Et le deal, c'était qu'on gagne ce Big Four et on l'a fait. Donc on a rempli le contrat. Donc merci à vous. Et bien sûr à Martin, mon coéquipier de toujours, qui du coup, sans lui, Naniche Baguette n'existerait pas. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et à tous les joueurs de Naniche, merci à vous tous. C'était trop cool et on continue à passer des moments super. D'ailleurs, on joue même à d'autres jeux ensemble, ce qui prouve que ça se passe bien. Donc, merci à vous tous. Merci beaucoup à la OSFF pour toute l'organisation. Il y a beaucoup de taf qui est fait, qui est abattu par tout le staff à OSFF, que ce soit le bureau, mais aussi la chambre arbitrale. Il y a énormément de gens qui donnent beaucoup d'eux-mêmes pour que tout se passe bien, pour que tout réussisse, pour arriver à une équipe de France complète. Moi, je suis qu'un tout petit rouage là-dedans. Donc, immense merci à tout ça. Il y a beaucoup de boulot de tout le monde. Ça fait très, 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 très plaisir. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci encore pour ce petit mot. Merci encore à tout le monde. On va vous créer justement un petit salon sur le Discord AOSFF où Spoon, Nicolas vous poster, on pourra vous poster des photos, des news, des infos. Vous pourrez suivre un peu tout ce qui se passe. Et également, vous aurez de quoi pour pouvoir soutenir l'équipe de France, tous les petits salons qui vont aller là-dessus. Bon, je vous dis à très bientôt. Merci à tout le monde. Encore merci Nicolas. Merci Maxime d'avoir Neoxys qui m'accompagne, qui est mon binôme et qui m'a permis de faire ce live avec vous ce soir. Voilà. Donc du coup, effectivement, plein de choses vont arriver pour vous bientôt. Donc suivez les réseaux et voilà, à bientôt. Merci d'avoir suivi le live. Tchou tchous. Ciao.